Oui, Bon. شايفين. Ok, très bien. Ok, donc à vous la parole, Carla. Oui, bonsoir. Une seconde. خليني أحطها على السلولار. Ok. Est-ce que vous بدك تعملي لي admit؟ يلا. Voilà. Voilà, je vais me désinscrire ici. Quitter. Voilà. بس بدك تشيلي الميوت. Ça va? Oui, très bien. Jérémy. Ok, parfait. Voilà, bonsoir tout le monde. Déjà, Maria s'est excusée pour le retard. Je présente mes excuses aussi. Donc, les slides seront présentés en anglais et moi, je ferai la présentation en français, comme ça, tout le monde pourrait en profiter. Alors, pour commencer, s'il te plaît, la deuxième slide. Je vais vous, comme pour toute autre thérapie, en fait, ça vient d'une école de pensée. Comme par exemple l'école de pensée TCC, elle est basée sur l'empirisme. Par exemple, on a déduit à partir de plein d'expériences que, par exemple, selon la désensibilisation systématique qu'on fait, par exemple, pour les phobies, c'est basé sur les expériences qui ont été faites de Pavlov, par exemple, de conditionnement et de déconditionnement, après de Skinner, et puis après de Albert Bandura, et puis après, on a eu, par exemple, le père du cognitivisme, donc Beck. Là, en thérapie EMDR, c'est une dame qui s'appelle, après on va la voir à la fin des slides, c'est une dame qui s'appelle Francine Shapiro, qui à la base était elle enseignait l'anglais, et puis ensuite elle s'est convertie en psychologie parce qu'elle a eu un cancer, et suite à ce cancer, elle s'est rendue compte qu'en pensant aux choses qui sont censées la déranger beaucoup, mais alors qu'elle avait les yeux qui bougeaient comme dans le sommeil REM, c'est-à-dire le sommeil Rapid Eye Movement, le sommeil paradoxal, elle s'est rendue compte que son dérangement diminuait. Et elle a fait des enquêtes et puis des expérimentations et s'est rendue compte que c'est vraiment dû au mouvement des yeux couplé à la manière de penser, et elle en a fait petit à petit une thérapie. C'était dans les années 80-90. Donc là maintenant, la troisième slide, please. Numéro 3. Voilà. Donc là, vous voyez que, en fait, à la base de notre pyramide, c'est le modèle de pensée EMDR. En TCC, on pense que, par exemple, il y a eu des événements précipitants, des événements de base et des événements qui ont induit à la consolidation d'un comportement. Ici, il ne s'agit pas de comportement, il s'agit de situations anciennes qui ont été vraiment vécues par la personne et qui, leur manière d'être stored, leur manière d'être inscrite dans la mémoire a été très traumatisante.
Ça peut être de grands traumatismes comme de petits traumatismes, sauf qu'il y a eu un dysfonctionnement dans la manière dont la mémoire les a traités. Et donc, ça dit, après le deuxième niveau de la pyramide, donc puisqu'on a des souvenirs qui n'ont pas été traités de manière fonctionnelle, c'est eux qui vont faire qu'on aura des pathologies, comme par exemple la ESPT ou la PTSD. Et puis, cette pathologie va être dans la vie de tous les jours. On va la voir dans ce qu'on appelle en EMDR les triggers, c'est-à-dire par exemple, si j'ai été traumatisée, disons, par l'explosion du 4 août, je vais avoir maintenant, par exemple, du mal à entendre une porte qui claque, ou bien je vais mal dormir à cause d'un bruit ou bien d'un vent. Et donc, dans la thérapie EMDR, il s'agit de traiter aussi bien ces triggers qui sont maintenant actuels et qui rappellent le souvenir dysfonctionnel de base, ou bien, selon les cas et selon les personnes et selon la manière dont on va procéder, c'est-à-dire selon notre plan de traitement, on va pouvoir soit aller à la base, soit traiter l'actuel. Et puis ensuite, en EMDR aussi, on traite le futur. Vous verrez que c'est une thérapie à 3 axes. On traite le passé, le présent et le futur. Et on va voir plus en détail. Numéro 4, s'il te plaît. Voilà. Et le protocole, en fait, il y a un protocole bien clair en EMDR, il faut le suivre. Je vais vous présenter le protocole de base. Quand je dis protocole, c'est-à-dire il y a des phases, comment prendre l'histoire, comment faire le plan de traitement, et puis ensuite, comment procéder dans la séance. C'est très, très, très structuré. Il s'agit d'apprendre au début vraiment la structuration de base pour ensuite se permettre de faire quand on est un peu plus ancré un peu dans le protocole de base, on peut se permettre de jouer avec, comme en clinicien, en l'utilisant en partie ou bien en l'adaptant. Et puis, il y a d'autres protocoles qui sont, par exemple, adaptés à l'addiction, aux phobies, au TOC. Il y a plein de protocoles qui sont dérivés du protocole standard. Donc là, on va expliquer la phase numéro 1. Slide, please. Donc, dans la phase numéro 1, c'est la manière dont on prend l'histoire du patient. En psychanalyse, on va par exemple s'intéresser au développement psychosexuel, disons. Là, on s'intéresse aux événements de vie, à de vraies situations que le patient a vécues et qu'il peut rapporter en séance. C'est-à-dire, typiquement, par exemple, si quelqu'un n'est pas très agité ou bien s'il vient avec une demande qui n'est pas très dérangeante pour lui, je peux lui demander, bon, dites-moi, à ce que vous sachiez, quels sont les événements clés dans votre vie dont vous vous rappelez maintenant et qui maintenant vous dérangent. S'il me dit, par exemple, j'ai eu une fois 0 sur 20 en maths et que toute la classe s'est mise à rigoler, mais maintenant que j'y pense, ça me fait rigoler aussi. Ça, pour moi, ce n'est pas un événement qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça devrait être un événement qui maintenant me dérange, du style, par exemple, je ne sais pas, une fois, je mangeais dans la rue n'importe quoi, un chocolat, et quelqu'un m'a regardé de travers parce que j'avais du chocolat partout. Même jusqu'à maintenant, je continue à être dérangée quand ça me vient en tête. Ça, je le note. Donc, je note aussi bien les événements négatifs que les événements positifs sur quelque chose qu'on appelle, il y a plein de manières de prendre l'histoire, mais
la manière dont je vous montre maintenant s'appelle le timeline. Et donc, on le prend selon l'âge de la personne et sa période de vie. Et puis ensuite, slide suivante, s'il te plaît. Et puis ensuite, donc, disons que la personne vient pour une phobie. Ce que je peux faire particulièrement pour la phobie, c'est prendre la première fois dont la personne se rappelle, donc earliest negative memory, latest negative memory, donc la première fois, la dernière fois, et puis la fois qui paraît à la personne la plus dérangeante maintenant quand il s'en rappelle. Pourquoi? Parce que c'est quand je vois quelles sont maintenant les choses qui le dérangent. Par exemple, disons si c'est une phobie de chien, disons, les actual triggers seraient par exemple, je ne peux pas marcher dans la rue, je ne sais pas, le soir quand les chiens des voisins aboient, je fais une attaque de panique, n'importe. Donc, je vais décider avec le patient du plan de traitement et je vais lui expliquer que vos actual triggers sont dus aux choses qui se sont passées dans la earliest negative memory. Sauf que peut-être que maintenant, s'y attaquer sera trop dérangeant pour vous. Peut-être qu'il vaudrait mieux qu'on s'attaque aux actual triggers. Donc, on cogite avec le patient et on décide avec lui sur laquelle tabler. D'habitude, personnellement, j'ai tendance à commencer par celle qui est la plus dérangeante pour le patient, qui a le plus de signification négative pour lui. La slide suivante, please. Et comme j'ai dit auparavant, pour chaque cible qu'on prend en EMDR, disons qu'on a pris la cible de phobie, on travaille le passé, le présent et le futur. Disons que j'ai commencé par travailler sur le passé, par ce qui a été le souvenir le plus dérangeant pour lui, qui a l'air d'être the worst one. Je vais continuer à travailler tout ce qui est en rapport avec cette phobie dans le passé, et puis aller travailler aussi les triggers actuels, et puis ensuite l'amener à imaginer dans le futur comment il s'imagine que sa vie serait avec les chiens après avoir travaillé tout ça en EMDR. Et c'est comme ça que j'aurais vraiment aidé le patient à être au mieux dans sa vie actuelle et puis future. Et puis, on passe à la phase numéro 2. Slide suivante, please. La slide suivante, c'est-à-dire que ça s'appelle la phase de préparation. On prépare le patient à la thérapie elle-même. On lui explique qu'est-ce qui va se passer. On commence au début par quelque chose qui s'appelle Safe Place, la slide suivante. Safe Place, ça veut dire que je vais demander à la personne, trouvez-moi un endroit effectif dans lequel, quand vous vous trouvez dedans, vous vous sentez tellement à l'aise que ça vous procure vraiment un sentiment de relaxation intense, même de sentiment de sécurité. Je préférerais que ça soit un endroit effectif. À défaut, je pourrais accepter que ce soit un endroit imaginaire fictif, mais l'essentiel, c'est que l'endroit qu'il va choisir ne soit pas lié à la présence de quelqu'un. C'est-à-dire, si le patient va me dire oui, chez ma grand-mère, par exemple, chez elle, je me sens bien. Donc, je comprendrai bien que ce sera son sentiment d'aise et de sécurité est lié à la présence de la grand-mère. Je n'accepterai pas. Il faudrait que ce soit dû à l'endroit lui-même. Le safe place en particulier est très important parce que quand le patient ne va pas trouver un endroit
sécure, c'est que c'est un moyen de diagnostic pour moi pour voir qu'il n'est pas assez stable. Et s'il n'est pas assez stable, donc il a besoin de beaucoup de renforcement positif et de régulation émotionnelle. Donc, je vais faire encore ce qu'on appelle en anglais des grounding exercises ou bien les exercices d'ancrage en français. Les exercices d'ancrage sont, par exemple, j'utilise celui qui est épique, des 4 éléments, pardon. Les 4 éléments sont les éléments de la nature. Donc, on commence par l'élément de la terre, et puis l'élément de l'air, et puis l'élément de l'eau, et puis l'élément du feu. Comment on le fait? Je demande au patient de s'imaginer, déjà de prendre une inspiration et d'être bien à l'aise, de bien s'asseoir sur sa chaise et non pas de s'imaginer, désolé, mais plutôt de bien mettre ses mains sur, par exemple, sur le canapé où il est assis, bien sentir le dossier, me nommer 2 choses dans la pièce où il se trouve sans les regarder. Disons, par exemple, le tableau derrière moi, quelque chose qui serait à ma gauche. Comme ça, je suis sûre qu'il est dans le moment et dans le lieu où il est. Ensuite, je lui dis, prenez une inspiration. Je lui aurai bien sûr enseigné comment prendre une inspiration du nez bien profondément pour que ça gonfle ensuite le ventre. Et puis ensuite, après l'inspiration, d'expirer. Et quand il aurait fait ça, bien sûr que ça aurait produit une certaine relaxation. Du coup, il aurait de la salive, beaucoup plus de la salive dans sa bouche. Quand là, la salive, ça veut dire on aura le 3e élément qui est l'eau. Donc, premier élément, c'est les éléments entourants, c'est la terre. Et puis, la respiration, ce sera l'air. Et puis, la 3e, l'eau, c'est la salive. Et puis ensuite, je vais lui dire, est-ce que vous pouvez vous imaginer dans une situation interne, dans un sentiment interne de bien-être qui serait un sentiment de vous vous sentez vraiment une chaleur qui est cuddly, qui vous met à l'aise. Et c'est ça, ce sera ça le grounding. Après, une fois que j'aurai, bien sûr, ça prendra plein de séances, donc 3 à 4 séances, tout ça. Et si la personne, elle est vraiment très dérangée, la phase de préparation prendra plus qu'une séance. Je lui enseignerai plein d'exercices pour qu'il se sente bien à l'aise bien équilibré émotionnellement. Et peut-être que je commencerai le MDR non pas en attaquant les souvenirs négatifs, mais au contraire en consolidant les situations positives que j'aurais prises dans mon historique. Par exemple, il m'aurait expliqué que quand il était petit, disons s'il a une phobie de chien, il aimait bien jouer avec les chatons, il aimait bien jouer dans un jardin. Donc, j'aurais pris je consoliderai ça en faisant le MDR sur ces situations positives. Et puis ensuite, je passe à la phase 3. Donc, la phase 3, c'est voilà. Donc, ce sera la slide suivante. Dans la slide suivante, s'il te plaît. Là, si vous pouvez prendre une impression d'écran, un screenshot, ce serait intéressant pour vous. Qu'est-ce que je fais dans la phase de assessment, c'est-à-dire d'évaluation? J'aurais décidé avec le patient sur quelle situation travailler. Disons que la situation la plus dérangeante pour lui ayant concerné sa phobie des chiens serait une fois quand il était petit, qu'il avait, disons, 8 ans, il sortait de sa maison et puis il y a eu un gros chien qui venait sur les escaliers. Ils se sont retrouvés nez à nez. Le chien a eu
peur, l'enfant a eu peur, le chien a fui, sauf que même maintenant, quand il s'en rappelle, ça le dérange. Donc, j'aurais évalué avec lui que c'est l'une des situations les plus dérangeantes pour lui maintenant. Donc, le premier point qui est le target ou bien la cible, ce serait sur les escaliers avec le chien. Et puis, le numéro 2, qui c'est le T, c'est le temps ou bien l'instant T qui maintenant, quand il s'en rappelle, le dérange le plus. Ce serait peut-être quand il s'est retrouvé nez à nez avec le chien. Maintenant, quand il s'en rappelle, ça le dérange le plus dans toute cette situation. Et puis, je prends le troisième point qui s'appelle le NC et qui voudra dire la negative cognition ou bien la cognition négative. C'est plus qu'une idée négative, c'est vraiment une perception un peu à la TCC de soi-même, des autres ou du monde qui est négative. Disons par exemple que mon patient aurait dit je suis en danger. Ça voudra dire que en général, lui, maintenant, il ne se sent pas en danger, sauf que quand il se rappelle de cette situation, il ne peut pas s'empêcher que de sentir qu'il a tellement peur qu'il se sent vraiment en danger. Et c'est ça ce que je veux. Et puis ensuite, je passe au quatrième point qui s'appelle le PC. Tout ça, je le fais avec le patient et je lui explique ce que je suis en train de vous expliquer maintenant. Donc, je passe au PC qui s'appelle le Positive Cognition. Donc, c'est quoi Positive Cognition? Ce serait quand on aura terminé de travailler cette cible, comment vous imaginez pouvoir penser de vous-même, des autres ou du monde, mais positivement. Alors là, il pourra me dire peut-être je suis fort. Et c'est là où j'irai avec lui retravailler la negative cognition parce que peut-être qu'il ne s'agit pas de safety, il s'agissait plutôt de sentiment de défaillance personnelle. Et en tant que clinicien, dans ce temps, je poserai, est-ce que, à votre avis, penser à I am safe vous parlerait plus ou plutôt changer la negative cognition qui serait à ce moment-là, je suis défaillant, je suis très faible. Et c'est là qu'on va décider avec lui. Et cette évaluation est une des clés très importantes pour pouvoir appliquer le MDR parce que ça amène le patient à vraiment comprendre ce qui a fait qu'il a été traumatisé jusqu'à maintenant et ça permet d'entamer déjà le processus. Après le numéro 5, ça s'appelle le VOC, le VOC, ça veut dire la validité of positive cognition ou la validité de la cognition. Et je lui dis, par exemple, disons qu'il a dit que je suis fort, on l'a adopté. Alors je lui dis, maintenant qu'on n'a pas encore travaillé cette cible, de combien vous pensez que vous la croyez, je suis fort, quand vous repensez à cette situation? Il me dira, bon, rien du tout, 0%. Et donc là, moi, ça me va parce que je voudrais que sa positive cognition soit quelque chose qui ne lui parle pas maintenant, mais auquel il voudra arriver. Et puis ensuite, je passe au 6e point qui s'appelle le E, c'est les émotions. Quelles sont les émotions qui viennent maintenant quand il repense à la situation? Le BS, le numéro 7, qui s'appelle la body sensation. Où est-ce qu'il ressent son dérangement dans son corps? Donc, il peut me dire, j'ai la gorge nouée, j'ai l'estomac qui brûle, n'importe. Et puis ensuite, le dernier point, ça s'appelle le SUD, et c'est en anglais le Subjective Unit of Disturbance. Donc, c'est subjectivement de combien il se sent dérangé, à combien il évalue son dérangement sur 10. Pour finir, donc, dans cette évaluation, j'aurai de combien ça le dérange sur 10, de combien il croit au positif
et on le dit de 1 à 7, 1 étant pas du tout, 7 étant tout à fait. Pardon. Et j'aurai un endroit dans son corps où il ressent le plus ce dérangement et un temps précis, un volet précis du souvenir qui le dérange le plus. Disons que pour notre patient, on avait dit le nez à nez avec le chien. Peut-être que ça ne va pas être le visuel. Peut-être qu'il va me dire la laine du chien sur mon visage. Maintenant, je me rappelle de l'haleine du chien. Et pour finir, moi, j'aurais commencé, si je vais présumer que ça, c'est la cible sur laquelle je travaille, je vais commencer par l'haleine du chien. Travailler jusqu'à ce que ce soit terminé. Et puis ensuite, je vais le faire revenir à la cible pour travailler un autre canal. On appelle ça donc la cible et les canaux. Oui, mais s'il te plaît, on passe à la suivante. Donc, pour finir, moi, ce que je veux à partir de l'EMDR, c'est minimiser le SOD, donc la Subjective Unit Disturbance, qu'elle passe de, disons, si elle est de 9 sur 10, qu'elle devienne 0. Par contre, la validité de la cognition positive, qu'elle passe, si elle était de 1 sur 7, qu'elle arrive à 7. Et bien sûr, arriver du coup à ce que quand la personne se rappelle de ce souvenir et qu'elle s'en rappelle dans tous les détails qui restent après avoir travaillé tout ce souvenir, c'est qu'elle ait des sensations physiques normales et qu'il n'y ait rien de désagréable. On passe à la phase 4, qui, elle, c'est la phase de désensibilisation. Donc, la slide suivante. Dans la phase 4, je vais demander aux patients 2 choses. Le but de ces deux choses, c'est qu'ils maintiennent, comme on dit en arabe, en libanais, je ne sais pas si vous connaissez. Donc, il est un pied dans le souvenir, donc dans le passé, et un pied avec moi dans mon cabinet, ou bien, même si c'est en ligne, avec moi en séance, maintenant. Et comment on va faire cela? On va lui demander de prendre la sensation physique qui lui vient quand il pense à ce moment T, qu'il en soit conscient, tout en ramenant à sa conscience aussi le moment T en lui-même, disons l'haleine du chien, en se disant la cognition négative qui est « je suis faible » ou bien « je suis en danger ». Et partant de ces 3 points de son souvenir, regardez ce qu'on va voir après, suivre ce qu'il va voir après, et puis aller avec tout ce qui vient. Disons que je suis le patient, donc je vais regarder un point que vous allez voir tout à l'heure, qui va passer de droite à gauche sur l'écran. Et je vais commencer par exemple, avec mon estomac noué, la laine du chien et je suis faible. Et puis ensuite, peut-être que ça va me prendre dans un autre souvenir, ou bien je vais avoir un autre genre de sensation physique, ou bien je vais avoir une très grande émotion, je vais commencer à pleurer. Je vais continuer avec tout ce qui vient. Et notre rôle, nous, en tant que cliniciens, serait de voir quels sont les moments clés où on s'arrête après avoir terminé. Par exemple, si là, le patient est en train de pleurer, on attend qu'il s'arrête, on arrête la stimulation bilatérale et on lui dit « qu'est-ce qui vient maintenant ?» On lui demande en quelques mots de nous résumer et puis ensuite, on lui demande de repartir sur un mot-clé. Et vous allez voir dans la slide suivante
qu'est-ce qu'on lui présente? C'est des trucs en ligne, mais bon, ça peut vous donner une idée de comment on fait. C'est une vidéo. Alors, il va regarder quelque chose qui va faire ça. Il va suivre, juste regarder l'écran. Et puis, ça va stimuler, en fait, c'est une stimulation bilatérale, droite et gauche, ce qui explique le fait qu'on dit le MDR, ça travaille sur le volet neurologique. En fait, parce que toutes les études en EMDR montrent que quand il y a une situation dérangeante, elle est stockée généralement dans le cerveau limbique, le cerveau des émotions, et qui est dans l'hémisphère droit, et qui ne donne pas accès à la logique, qui est dans l'hémisphère gauche, l'aval. Du coup, quand on s'en rappelle, c'est comme si on est dans le souvenir. Alors que quand on fait la stimulation bilatérale avec le protocole, ça donne accès à la logique et du coup, on a d'autres perceptions et on a une autre vision de ce qui était traumatique et qui le transforme en un souvenir normal. On va arrêter et aller à la slide suivante pour ne pas provoquer des... Après, donc on aura fait ça pour plusieurs séances. Ça dépend de la profondeur du traumatisme. Et puis, on passe à l'installation. Dans l'installation, c'est-à-dire que le patient aurait eu un SUD, un Subjective Unit of Disturbance de 0. Et je lui aurais fait un body scan, c'est-à-dire que je lui dis, bon, maintenant, on a, rappelez-vous la situation de A à Z. Et souvent, en fait, il aurait oublié avec le MDR, elle paraît comme fade, lointaine, il ne se rappelle plus des détails. C'est comme si c'est devenu un autre genre de souvenir. Et puis, il va s'en rappeler et puis me dire s'il y a une réaction corporelle de body sensation qu'il a. Si là, on continue encore des sets de BLS. S'il n'en a pas, c'est bon, on installe la cognition positive, qui est dans l'exemple que j'ai pris, je suis fort, et je lui dis, dites je suis fort, et rappelez-vous toute la situation en regardant ça. Et puis ensuite, si la phase 7, en fait, la closure, c'est quand quand je suis en train de faire le travail sur la situation et que le temps de la séance qui est il faut vous le dire, de 1h30. Ça peut arriver à 1h30. Donc, quand le temps est terminé, donc je fais un arrêt avant la fin du temps. Je propose d'aller dans le safe place ou bien dans un grounding exercise si la personne est gênée. Et je m'assure qu'elle est bien émotionnellement stable avant de la faire quitter mon cabinet. Ou bien si c'est en ligne, et si c'est avec, bien sûr, un patient que je connais, on fait aussi ces exercices-là et je m'assure qu'il se sent bien. En fait, la phase 8, quand il va revenir après une séance inachevée pour laquelle on a fait une closure, je vais réévaluer. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé interséance en lien avec notre travail et on va le travailler. Et puis ensuite, on passe à la slide 16, please. À la fin du travail, donc on aura diminué le dérangement de 9, par exemple, à 0. La VOC, la Validity of Positive Cognition, aurait grimpé de 1 à 7 et les body sensations auraient été stabilisées. Et je vous présente dans la slide suivante Francine Shapiro. Et donc là, à la fin, on peut vous l'envoyer. C'est un article de The Guardian en 2019 qui
qui a publié un truc sur le MDR parce que, en fait, elle est décédée en 2019, il n'y a pas longtemps. Et puis, pour la dernière des slides, vous pouvez aller dans ce lien qui est un lien concernant EMDR International Association, donc andrea.org. Et il y a dans ce lien toutes les recherches récentes concernant le MDR. Vous pouvez trouver dedans, par exemple, des choses qui vous expliquent comment on fait un IRM avant et qui montrent que le cerveau limbique, il est très sollicité. Et après les séances EMDR, comment le cerveau limbique n'est plus sollicité. Donc, du coup, l'exagération émotionnelle du souvenir n'y est plus. Plein de recherches très intéressantes. Voilà, place à vos questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser directement à Carla ou bien vous pouvez même les écrire dans le chat box et on pourra les voir. J'espère que la manière dont une séance va être guidée a été claire pour vous tous. Et si vous avez des questions sur la manière dont c'est conduit, ou bien sur les termes eux-mêmes, ou bien sur les principes, dites-moi. Oui, tout est clair. Merci. Oui, je peux poser une question de la manière? Bien sûr. Oui. Cinderella. Oui. Après la vidéo, les exercices que vous m'avez, on va continuer. J'ai pas compris comment on va continuer après. يعني s'il arrêter l'émotion, نحن عم نشتغل على l'émotion négative. يعني quand il pleure, on a travaillé et qu'est-ce qu'on va faire après? On va continuer la séance, on arrête et on continue après. Oui, donc imaginons que c'est le cas de la phobie du chien. Donc, il va me dire, on va commencer la séance je vais lui dire, OK, dites-moi quelle est la sensation physique que vous avez maintenant. J'ai l'estomac noué. Je suis faible ou je suis en danger. Et puis, je me rappelle l'haleine du chien. Et il va regarder. Et puis, en regardant, il va y avoir ce qui est l'équivalent, si vous voulez, en psychanalyse, les associations libres, mais ça ne va pas être uniquement en termes d'idées. Ça va être peut-être qu'il va avoir, par exemple, une sorte de brûlure à l'estomac. Il va me dire, là, ça me brûle beaucoup. OK, j'arrête, prenez une inspiration, il prend une inspiration et puis allez avec. Il va re-regarder. Et puis, de fil en aiguille, il va me dire, OK, là maintenant, je n'ai rien à vous dire, je suis calme, ça va. OK. Donc là, j'ai un SAT qui est de 0, mais ça ne m'empêche pas de revenir à la situation. Je lui dis, maintenant, quand vous vous rappelez le truc sur les escaliers là, qu'est-ce qui vous vient? Bah, la laine, ça ne me dit plus rien. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ah oui. Là, je me rappelle quand ma mère m'a tiré par le bras. Est-ce que ça vous gêne? Oui. OK. Donc, on reva avec jusqu'à ce que quand il va revenir sur le souvenir, ça ne va lui faire ni chaud ni froid. Donc là, je vais... Oui. Non. Oui. On va répéter jusqu'à ce qu'il se sente bien. Quand il se souvient du chien ou bien de la phobie, voilà. il va sentir... Oui. Oui, ça va. Donc, si vous vous rappelez la pyramide, ça va passer de maladaptive storage. Donc, le souvenir ne va plus être stocké dans la mémoire de manière
maladaptive, de manière dysfonctionnelle, ça va être reconstruit de manière très fonctionnelle et il va s'en rappeler normalement. D'où le fait que quand il y a par exemple des شو اسمهم وقت اللي يكون في بالعدلية شو بيقولوا لهم في donc مسائل يعني quand il y a des مسائل علقانة انه في محاكمة. Donc on envoie en disant que la personne a été suivie en EMDR et il se peut quand vous lui posez des questions concernant la situation qu'il s'est passé avec la personne, qu'elle ait un affect normal. Ça ne veut pas dire qu'elle est en train de mentir. Elle a travaillé, disons que c'était une attaque armée et la personne est censée, quand on lui redemande, qu'elle ait émotionnellement une activation. Elle va en reparler de manière plutôt normative. Et on va expliquer ça dans un rapport en disant qu'elle a été suivie par MDR. Oui, c'est bien compris. C'est hello. Et non, des fois, c'est magique. يعني, en جد. C'est la première fois que je vois que c'est une nouvelle manière. يعني. Et ben, non, il s'agit aussi d'avoir يعني le clinicien de base. انتم بدكم تكونوا الكلينيسيان de base. عندكم السانس كلينيك اللي بده يكون هو عم أنا نشتغل نحن هذا tout à fait. Oui, d'accord. Merci beaucoup pour l'explication. Merci beaucoup. يا أهلا وسهلا. Bonsoir. Bonsoir Nancy. Oui, ça va. Moi, je n'ai pas de questions. J'ai beaucoup aimé la façon dont vous avez expliqué tout le trajet de EMDR. Et je voulais dire que moi, j'ai fait cette thérapie. Ça m'a pris 15 séances. Après l'impasse de Beyrouth, après l'explosion de Beyrouth, moi, j'habite à Jemaïzé. Alors, merci. J'avais toujours peur de la pluie. Le son de la pluie, c'était terrible pour moi. Je n'arrivais pas à dormir et je ne pouvais plus. Ça m'a beaucoup dérangée. Alors, avec le EMDR, j'ai constaté que moi, je faisais le lien entre le son des glaces et des vitres. Oui. Avec le son, je faisais le lien avec le son de la pluie. Alors, c'est pour cela, parce on a enlevé un tas et des tas de petites pièces et de grandes pièces de vitres et de tout ça. Alors, le son, j'ai fait le lien entre le son de la pluie et le son des vitres et je ne savais pas ça. Oui. Je ne savais pas qu'est-ce qui se passait. Alors, avec cette thérapie et avec l'analyse, on faisait un peu de l'analyse aussi. Alors, pourquoi ça te gêne? Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce que tu as vu? Alors, la thérapeute, elle était, waouh, elle était hyper gentille et hyper brave. Elle me posait beaucoup de questions et j'ai réalisé que je faisais ce lien. Et puis, avec beaucoup d'autres choses. Et ça a été hyper bien. Heureusement, c'est bien. Alors, merci de sharing. Oui. Merci à vous. Est-ce que vous allez faire une formation, legal formation, pour que nous prenions un certificat ou bien avec des séances qui suivent? J'aimerais bien faire. C'est une formation avec au Liban, le MDR Liban l'a fait en 3 niveaux, niveau 1, 2 et 3, avec des supervisions. Maintenant, avec le Covid, ça a été arrêté malheureusement, sauf que j'ai vu sur Internet qu'il est possible de la faire en ligne avec Andrea, justement.
et avec peut-être EMDR Europe. Vous voyez sur Internet s'il y a possibilité de faire ça en ligne. Il y en a, je sais de Emdria, il y en a. Et Ok. comme ça, vous pouvez, si c'est très cher, ça risque d'être très cher. Ce que vous pouvez faire, c'est quand vous faites un groupe déjà, Oui, oui. et je peux vous aider à peut-être à parler avec MGA, à leur dire que il y a un groupe de Libanais, c'est pas possible pour le moment de le faire avec EMDR Lebanon, et que ils ont un programme qui s'appelle HAP, H comme Hélène, A comme Antoine, P comme Philippe, donc Humanitarian Aid Program. Et moi, c'est grâce à ce programme que j'ai eu mon niveau 1. Donc, ils étaient venus dans le temps au Liban, ils nous avaient fait le niveau 1 sans prendre 100 sous. Nous, on avait juste à payer le local. Mais je pense que c'est possible en ligne, mais déjà, faites un petit groupe, voyez combien entre vous vous êtes intéressés, le nombre de personnes, et on va voir si c'est possible. Ok, d'accord, d'accord. Très bien, merci beaucoup. De rien. Merci, Carla. Est-ce que c'est possible d'expliquer un peu plus quelles seraient les étapes pour cette formation? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici avec nous ce soir qui s'intéressent un peu à se former en une thérapie assez structurée et qui traite surtout des traumas. Donc, il y a 3 niveaux. Oui. Oui. Au Liban, avec un MDR, Liban, c'est 3 niveaux, mais internationalement, la majorité, c'est en 2 niveaux. Donc, niveau 1, qui fait un peu ce que j'ai fait aujourd'hui, mais en 3 jours. Donc, on fait des exercices, on apprend vraiment les choses et tout. Et puis, on laisse un temps entre le niveau 1 et le niveau 2. Entre-temps, il faudrait qu'on travaille avec de vrais patients et qu'on documentalise notre travail pour le présenter à un superviseur qui, entre-temps, prendra note de notre manière de travailler et nous donnera une attestation des 10 heures. Et il y aura aussi une partie qui sera une supervision de groupe qui reprendra un peu les choses. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir accéder au niveau 2, qui pareil, il y aurait au niveau 1, on ne peut pas traiter, bien sûr, on va nous demander de traiter avec des cas simples, par exemple de phobie simple, de trauma, de petits traumas plutôt que de grands traumas. Et niveau 2, on va prendre par exemple le cas des traumas complexes, les dissociations, les cas beaucoup plus dismés. Et bien sûr, il y aura aussi une supervision en groupe et une supervision en individuel. Et après avoir fait les 2, donc niveau avec toutes les supervisions et les avoir réussi, on peut accéder au statut de thérapeute EMDR. À signaler que on ne peut pas être thérapeute EMDR sans avoir été déjà admis comme titulaire du diplôme de psychologue. Donc, avoir fait son master et avoir été admis dans le colloquium. Oui. Je voulais en fait te demander à propos de cela. Donc, et je pense même, qu'on devrait avoir exercé au moins pour 2-3 ans, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc, il doit y avoir une expérience clinique auparavant. Oui. Je ne sais pas si maintenant, avec tous les stages qui sont faits et les stages supervisés, peut-être en individuel, je peux vous aider à demander tout ça à MGA. D'accord. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que ceux qui sont intéressés pourront t'envoyer un email ou bien ils m'envoient à moi et ensuite moi je te contacte? Comment tu préfères faire? S'il y a un mail, s'ils ont un groupe déjà, qui est un porte-parole, et puis je peux vous mettre en connexion avec MGA, et puis ce sera entre vous, le porte-parole, à travers toi ou à travers
qu'ils poursuivent. D'accord, d'accord, on verra. Est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de l'intervention, du contenu de l'intervention? C'est moi de nouveau. Est-ce qu'on أهلاً. est-ce, est-ce qu'on va avoir les informations que vous nous avez données maintenant ici? Les slides, vous voulez dire? Oui, oui. Si ça vous intéresse, moi, je n'ai pas d'opposition. Alors, D'accord. فيني la أبعتهم conférence, PDF ساعتها. alors, la conférence a été enregistrée. Je partagerai en fait le lien. Si on les veut Hmm. PDF, si vous voulez. D'accord, merci. Oui, Carla. تبعتيهم هلا فيني mail. أعملهم PDF، فيني أبعتهم PDF. اوكي اذا بدك بعتي لي اياهم لإلي sur mon email وهن معهم Tout mon à email fait. déjà من وراء الريجستريشن على زوم اللي بهمه يبعت لي هيك دغري انا ببعت لي اياهم. Parfait. Oui. Je vais le faire tout de Donc suite. j'ai une question لإلك. Après l'explosion Mhm. شو عملتوا؟ خبرونا شوي. انت au niveau personnel en clinique او MDR لبنان. هلا عملت MTR لبنان عملت انيشيتيف بلاش لكل الناس اللي عانوا من وراء الانفجار، إن كانوا أصلاً on site ولا من وراء الأشياء اللي شافوها على التلفزيون أو من وراء أشياء تحركت بحياتهم قبل. Donc, du coup, cette initiative a été lancée. Donc, il y avait une plateforme en ligne. On pouvait les contacter et choisir un thérapeute local ou bien turc ou bien c'était où je ne sais plus la troisième. Donc, il y avait des anglophones, des francophones et des arabophones. Et c'était juste ciblé sur l'explosion. Alors, dans mon cabinet personnel, tous mes patients déjà qui étaient avec moi, qui se sont avérés être touchés par l'explosion, je les ai bien sûr aidés en EMDR. Et puis ensuite, ça a été assez difficile puisque, bon, moi, je n'ai pas été touchée directement, sauf que je suis proche, je suis à Adlier. Donc, du coup, j'ai tout entendu. On a eu des vitres cassées et tout, sauf que ça n'a pas été traumatisant pour moi. Mais quand ils me parlent de tout ce qu'ils ont vécu, ça a réactivé quand même des choses et j'ai dû aussi me faire superviser et me faire suivre pour une partie en EMDR avec mon superviseur qui est de Londres. Il m'a fait 3 séances et c'était intéressant de voir ma réaction. Très intéressant. Oui. Oui. Et est-ce que parmi ces patients qui souffraient qui ont été traumatisés suite à l'explosion, est-ce qu'il y avait des patients qui ont été re-traumatisés après l'explosion et qui ont vécu, par exemple, la guerre au Liban? Et donc, il y a eu une PTSD de la guerre qui a été réactivée par l'explosion, oui. Oui. Des Libanais et des Syriens ou bien uniquement des Libanais? Moi, je n'ai que des Libanais. Ah, d'accord. Ou bien des expats en plus. OK. OK. Mais des expats qui n'ont pas vécu la guerre au Liban? Et qui ont d'autres PTSD, pas liés à la OK. guerre. Hein. OK. Donc, par exemple. Oui, pardon. Non, par exemple, c'est quelqu'un qui a fait justement comme le truc de la pluie, c'était quelque chose en lien avec un son et qui a réactivé
une dépression majeure vécue il y a 20 ans, qui était liée à un bruit tout à fait différent. Mais donc la personne était dans le temps quand elle était dans vraiment une très grande dépression, donc un vrai épisode. Donc il y avait le son d'un périphérique d'autostrade, le son des et donc ça arrête. C'est fou comme ça peut le cerveau peut stocker des choses dans la même place et qui sont réactivées par un paramètre qui n'a rien à voir. Oui, oui. C'est très intéressant en fait. Oui, Marie. Bonsoir. 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 J'ai une question. À cause de votre discussion maintenant, je voulais vous demander que selon votre expérience, avez-vous remarqué que peut-être les sons ou bien c'est plutôt quelque chose de visuel qui est more often هو اللي بيكون le trigger? Je ne saurais pas dire parce que statistiquement, je n'ai pas fait de statistiques, mais bon, là, comme ça, au pif, c'est plutôt, je me rappelle un peu de tous mes patients, c'est plutôt sonore. C'est intéressant, mais pourquoi pensez-vous? Aucune idée. Aucune idée. Moi, je m'attendais à ce que ça soit plutôt parce que moi, je m'attendais à ce que ça soit lié avec le souffle, tellement le souffle a été fort et qu'il nous a renversés. Je m'attendais à ce que ce soit ce genre de choses, mais pas, je ne sais pas. Les gens que j'ai eus, c'était plutôt sonore. Aucune idée. Ce serait intéressant de faire une étude sur ça. يلا هموها. هموها يا شباب يا صبايا. ايه عن جد très intéressant. بس هيدي الاتيود يعني بدها تكون اكثر على الميموار لا comment la mémoire stocke des informations plutôt sonores que kinesthésiques ou autres. وساعتها بركي الراندوميزي على ما بعرف غير سوفنير عندهم اياهم اذا هن من النجار ما بعرف. Interesting. أنا سامعة بس ما بتذكر وين إنه سي بلوتو مش بالضرورة quelque chose qui est lié à le traumatisme mais الأشياء الأولفاكتيف هي اللي بترجع سوفينير أكثر. صح مزبوط. لأنه حتى هذيك المرة حضرت شيء عن les huiles essentielles. Même les gens qui ont perdu la sensation de charme, بالhuile essentielle السيرفو بيفهم. مثلا إذا حطينا لهم huile essentielle de lavande بيرتاحوا حتى لو هن ما شموها effectivement. بس وصلت. Donc même si on a perdu, c'est fou. Tu as raison. Hein. C'est très intéressant. إن شاء الله حدا يعمل هيك دراسة. It would be really interesting. D'autres questions? بعتقد إنه ما بقى في d'autres questions, je crois. Donc, on clôture. Je te remercie beaucoup, Carla. يا أهلا وسهلا. C'était un plaisir. Pour cette intervention captivante. Et aussi, je remercie notre auditoire pour l'échange, pour vos échanges, vos questions et quelqu'un qui a échangé quelque chose de personnel. Donc, c'était très intéressant aussi. Nous remercions nos étudiants et les étudiants des autres universités. ونحن على أمل كمان نرجع نلتقى بويبينار تاني. Je crois que le prochain serait sur la violence conjugale. وأكيد كارلا إذا بترجعي بتشرفينا بكونفرنس تانية it would be our pleasure. أنا كمان بنشوف comment on peut la concocter. Oui, oui. Merci tout le monde. Merci pour m'avoir hosted me يعني.
Thank you. يلا يلا يعطيكم bonne soirée. Merci, Bonne merci soirée. beaucoup. ميرسي لكم. Merci, bye. Bye. باي. Merci beaucoup. Merci. Merci. أهلا.